Buongiorno a tutte e a tutti, anzi buonasera. Messie Ismael, benvenuto a nome di tutto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, benvenuto a Palazzo Serra di Cassano. Noi dell'Istituto siamo consapevoli della necessità e del bisogno estremo in questo momento storico della poesia e infatti abbiamo inaugurato l'anno accademico del nostro istituto quest'anno con una poesia di una giovane poeta palestinese intitolata Poeti in tempo di guerra, una poesia straziante che potrà leggere poi sul libretto della nostra programmazione. È in arabo ed è nella copertina, è proprio la copertina del nostro libretto, e nella quarta di copertina c'è la traduzione in italiano. E questa necessità per noi si è fatta ancora più stringente, per cui giovedì parlerò al consiglio direttivo dell'istituto perché vorrei far nascere una collana poetica per i tipi Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, diretta da un gruppo di giovani poeti e da Silvio Perrella, e fare 1 o 2 pubblicazioni all'anno, perché il pensiero poetico è assolutamente necessario, come è assolutamente necessario il pensiero musicale, come è assolutamente necessario il pensiero letterario, come è assolutamente necessaria la filosofia. Però la filosofia in questo momento è in una crisi eclatante, e per cui è in una crisi terrificante la politica, e quindi noi chiediamo aiuto agli artisti in questo momento difficilissimo. Grazie e benvenuto ancora. Vieni Silvia. Buon pomeriggio. Quello che proviamo a fare oggi è un tentativo di tradurre culture diverse nel gesto possibile di una parola o di una poesia o di una tebre. Tra breve vi spiegherò che cosa significa una tebre. Quindi quello che proviamo a fare oggi è un tentativo di sintesi. Nei 4 giorni scorsi, prima della domenica, c'è stata a Napoli una rassegna di poesia intitolata a una sillaba. È stata una specie di perlustrazione attorno a una sillaba quella che abbiamo fatto. La sillaba è ma accentata, ma con l'apocope, ma come mamma, ma come mare, ma come malinconia, ma come cruesa de ma. Abbiamo evocato Fabrizio D'André e il suo rapporto con un poeta messicano, con un poeta colombiano, Alvaro Mutis, da cui lui ha tratto dei versi per scrivere una sua importante e bellissima canzone che si chiama Smisurata preghiera. E abbiamo chiuso questi 4 giorni attorno al ma con un ma come Mali, invitando Ismael a raccontarci su più piani ciò che lo ha portato a stringere la sua esperienza di uomo, di poeta, di persona, di familiare, cioè di persona che ha degli antenati di cui si prende cura, a stringere tutto questo in una forma poetica che si chiama tebre. Dimmi come si pronuncia esattamente. Tebre.
E questo l'abbiamo fatto in una cornice, c'era già una cornice, poi dentro questa cornice c'era un'altra, che era una festa che abbiamo fatto per i 30 anni di Casa della Poesia di Baronissi. Qui ci sono sia Sergio che Raffaella che hanno inventato questa istituzione non istituzionale, e c'è un libro qui all'ingresso che celebra 333 poeti che sono amici di Casa della Poesia, lo sono stati in passato, chi non c'è più, lo sono nel presente e lo saranno nel futuro. Casa della Poesia ha tradotto un libro di Ismael che si chiama per l'appunto Tebre. Cosa siano le Tebre lo dico rapidissimamente. E lo dico io perché l'ha detto Ismael durante la rassegna, ma il focus di oggi è un altro e poi capiremo anche qual è. Le Tebre, io forse però sto parlando a lungo e lui non può sentire quello che io dico. Allora fai così, mettiti accanto a lui e io parlo così. Così. Sì, così fai come hai fatto prima a lui. Le Tebre sono una sorta di haiku arabo, sono una struttura, se voi sapete gli haiku sono formati di 3 versi, hanno una struttura sillabica e metrica di 5, 5 e 7 sillabe e Ismael in realtà ha ripreso una struttura che è fatta di 2 versi, quindi ancora più breve degli haiku, che è un'antica struttura che usavano le donne arabe dei villaggi in forma orale, e in genere era fatta di un primo verso di un poeta e di una risposta a questo primo verso, e per noi è stato importante di individuare questo tipo di struttura, perché la nostra rassegna era una rassegna su quella che è un altro poeta, un poeta siriano curdo che è stato con noi nei giorni scorsi, che ha conosciuto anche Ismael, ha definito la matria. Lui ha scritto un libro che si intitola proprio così, La matria, quindi questa parte femminile dello stare insieme, delle comunità. Vi dico quest'altra cosa, uno dei temi era appunto la madre. Nell'inizio della rassegna Elio Pecora si è addirittura prodotto in un canto con la chitarra, ha cantato delle antiche canzoni napoletane, ci ha fatto capire quanto la poesia abbia un'origine nel canto, ma non perché la poesia sia poetica e il canto sia ammaliatore, perché in entrambi i casi lui ci ha messo in guardia da queste cose, ci ha parlato anche dello strazio da cui proviene spesso il canto, e non è un caso che Ismael a sua volta ci abbia raccontato che una parte di queste tebre lui abbia scritta all'indomani della morte della madre, e nella sua tradizione, nella traduzione del suo villaggio, il lutto dura 40 giorni, e lui in quei 40 giorni ha scritto la prima parte di questo libro, che adesso conta più di 1.000.000 di tebre, e che sono sgorgate proprio in quei giorni. Poi c'è stato un lungo silenzio. Poi è scoppiata la guerra che lo ha portato a dover abbandonare il Mali e a riparare in Andalusia, dove lui adesso vive, dal luogo da cui proviene. E lì sono sgorgate altre poesie, quindi in un caso e nell'altro lo strazio ha dato vita al canto, come ci aveva detto Elio Pecora. Quando abbiamo pensato di invitarlo, e quando abbiamo scoperto che Ismael non è solo un poeta, come quasi sempre capita, i poeti non sono solo poeti, sono anche dei pensatori, ci sono dei poeti che sono pensatori in versi, ci sono dei poeti che estrapolano dai propri versi un pensiero, ci sono delle mescole diverse. Nel caso suo c'è anche una produzione saggistica di pensatore che basa le sue dimensioni
della percettività, anche su una biblioteca familiare che è leggendaria, che ha un'origine intorno all'anno 1000, dei suoi parenti, di cui poi magari ci racconterà, se avrà voglia di raccontarci. Io quindi cercherò di dirvi altre 2 o 3 cose, ma molto brevemente, e poi la parola sarà data a lui, perché lui ha scritto una conferenza che sentirete in francese e la cui traduzione vedrete nel video. Non posso non aggiungere che quando abbiamo pensato di fare un incontro qui, per contiguità sentimentale, per contiguità concettuale, per voglia di mettere in comune persone, sentimenti e espressioni, ho pensato a Enrica Lisciani Petrini come persona che potesse dialogare con Ismael, ed Enrica è stata molto attenta e si è messa in ascolto di una filosofia che non credo che fosse quella che tu in genere leggi nella tua vita quotidiana di studiosa, però si è fatta da una parte prendere dal poeta, ha cominciato a leggere il poeta, poi si è anche procurata dei testi del pensatore, e quindi sentiremo nella seconda parte quello che, diciamo, è venuto fuori dallo sguardo, dall'ascolto di Enrica rispetto al lavoro di Ismael. Ancora un'ultima cosa: in questi giorni Ismael è andato abbastanza in giro e lui ha chiesto, anche prima di arrivare, che qualcuno di noi gli facesse dei regali. Uno è venuto oggi, un grandissimo regalo, un altro è arrivato ieri, l'altro ieri, uno l'ha dato Nicola, l'altro l'ha dato Brigida. C'è stata una staffetta di regali. In che cosa sono consistiti questi regali? Lui, vedrete nella conferenza, a un certo punto parla della scuola epicurea di Napoli, parla di quei documenti che si trovano nei papiri, e ci ha detto: io vorrei andare a vedere i luoghi, vorrei andare a Ercolano, vorrei andare a vedere i luoghi virgiliani, e non aveva neanche intuito, non ricordava del tutto che ci fosse a Napoli sia la tomba di Leopardi che quella di Virgilio, e nell'andare con Brigida sono quasi naturalmente approdati lì. Tutto questo, così come oggi nell'andare con Nicola sono andati per la mediazione di 2 persone che sono qui, perché è anche bello il fatto che se uno si mette avventurosamente sulla strada dell'ascolto, trovi delle persone. Trovi Antonella, trovi Massimiliano, trovi Brigida, trovi Nicola, trovi Rita, Roberto, Manuela, via di seguito, Esther e così di seguito. Cioè trovi delle persone che non solo si fanno traduttori, fanno dei gesti di connessione, ma poi anche si aggregano, arrivano, vengono, fanno della loro curiosità un gesto di presenza. Scusate, forse sono stato abbastanza disordinato, non sono entrato nel merito di nessuna delle cose, ma era semplicemente un modo per darvi un saluto preludio. Comincerò con una frase che non è del testo e poi leggerò il testo. En Afrique, particulièrement dans mon pays, dans ma langue, in Africa, nel mio paese, nella mia lingua,
On dit qu'il n'y a pas de parole sans l'hospitalité d'une oreille. Diciamo che non ci sono parole se non c'è l'ospitalità di un orecchio. Et donc celui qui prend la parole commence par remercier ceux qui écoutent. E quindi chi prende la parola comincia a ringraziare le persone che ascoltano. Et les personnes qui écoutent sont les personnes qui reçoivent la parole comme la terre reçoit les graines. E le persone che ascoltano sono come le persone che ricevono la parola, come la terra riceve i semi. C'est seulement pour cela que parler est une responsabilité. È per questo che parlare è una grande responsabilità. Et se taire est beaucoup plus sage. Se taire. E questa parola è molto più, questo termine, se taire. Donc le silence. E questo silenzio è molto più responsabile. Puisque cet institut me donne aujourd'hui la parole, E dal momento che l'istituto mi dà oggi la parola, et toutes les personnes ici présentes me donnent leur écoute, e tutte le persone che sono qui, che si sono presentate, mi danno il loro ascolto, je vais donc commencer par remercier et m'excuser déjà comincerò con ringraziare e con scusarmi pour toutes les bêtises qui vont suivre. per tutte le sciocchezze che seguiranno. Et si je dis quelque chose d'intelligent, c'est grâce à nous tous. E se dirò qualcosa di intelligente è grazie a tutti noi. Alors je vais commencer par l'histoire d'un pêcheur et d'un homme d'affaires. Comincerò con la storia del pescatore e dell'uomo d'affari. Un homme s'approche du pêcheur, entame une conversation qui reflète deux philosophies de vie opposées. L'homme d'affaires ambitieux, il dit « Pourquoi tu es là sans rien faire? Tu devrais pêcher plus longtemps pour gagner davantage d'argent. » Le pêcheur « Et pourquoi faire? » L'homme « Pour acheter un bateau plus grand, pêcher davantage, embaucher des employés et gagner beaucoup plus d'argent. » Le pêcheur. Et après, l'homme, tu pourras prendre ta retraite, te détendre, ne plus te soucier de rien et profiter de la vie. Le pêcheur. Mais que crois-tu que je suis en train de faire en ce moment? Ensuite, le dialogue continue. C'est le pêcheur qui demande « Et vous, comment viviez-vous? » À notre naissance, on nous enferme dans un berceau. Et après, on nous enferme dans une crèche. Et ensuite, on nous enferme à l'école du primaire jusqu'à l'université. Après, on nous enferme dans des bureaux. Nous partons à l'aube à travers les embouteillages. Après avoir embrassé des enfants encore endormis, nous rentrons le soir et nous embrassons ces mêmes enfants déjà endormis. Le week-end, nous nous reposons un peu si l'hypothèque ne nous tient pas éveillés. Et après, nous prenons notre retraite. Et après, on nous enferme dans des maisons de retraite. Et après, on nous enferme dans une tombe. Alors, quand viviez-vous? Certains se reposent dans la tombe. D'autres ne travaillent jamais. Ce sont ceux qui font travailler les autres. Ces deux dialogues nous permettent de voir deux attitudes face à la vie. Questi due dialoghi mi permettono di vedere due attitudini di fronte alla vita. Et je continue à lire comme l'écrivait Albert Camus. Sans doute,
N'y a-t-il rien de plus normal aujourd'hui que de voir les hommes travailler du matin au soir, puis consacrer le peu de temps qui leur reste au café, au jeu ou au bavardage, c'est-à-dire aux diverses manières de perdre le temps qu'il leur reste à vivre. Et quand on essaie de comprendre cette situation d'un homme qui est enfermé depuis sa naissance jusqu'à sa mort, quando cerchiamo di comprendere la situazione di un uomo che è chiuso dalla nascita fino alla morte, on peut voir que nos modes de vie aujourd'hui préparent plus des esclaves et des prisonniers que des personnes. Vediamo che il nostro modo di vivere oggi prepara più schiavi, prigionieri. Des esclaves et des prisonniers qui ne sont pas maîtres de leur destin. Schiavi e prigionieri che non sono padroni del proprio destino. Et je continue à lire. Continuo a leggere. Zygmunt Bauman a déjà montré que la marchandisation de la société transforme les individus en consommateurs perpétuellement insatisfaits. Selon lui, les supermarchés sont des temples où l'on va chercher le bonheur. Et la joie du shopping est plus grande que celle que pourrait procurer le produit acheté une fois ramené à la maison. C'est le shopping qui compte. Les supermarchés et les centres commerciaux sont les séduisantes expositions du plaisir à venir. Le bonheur devient ainsi une promesse sans cesse reportée vers le prochain achat. Cette analyse rejoint celle d'Edward Bernays dans Propaganda qui dit « Les sociétés modernes sont organisées par une véritable ingénierie du consentement qui produit les perceptions et les désirs collectifs. La propagande est une fabrique des désirs. Le consommateur ne choisit pas librement ce qu'il veut, il apprend à désirer ce que les mécanismes médiatiques et marchands lui présentent comme désirable. » La critique de Bauman et celle de Bernays convergent ainsi vers une même idée. La marchandisation contemporaine ne consiste pas seulement à vendre des objets, mais à coloniser le désir humain. Qu'est-ce qu'on peut donner comme résumé de cet aspect? Cosa possiamo riassumere di questi aspetti? C'est que nous vivons dans une époque Viviamo in un'epoca où l'homme n'est plus responsable de ses désirs. in cui l'uomo non è più responsabile dei suoi desideri. Et ce que nous désirons est ce qui détermine nos actions. E quello che desideriamo determina le nostre azioni. Et nos actes sont le chemin de notre existence. E i nostri atti sono il cammino della nostra presenza. En déterminant hors de nous-mêmes nos désirs, Determinando fuori da noi i nostri desideri, nous sommes condamnés à vivre selon ce que d'autres ont décidé à notre place. siamo condannati a vivere secondo quello che altri hanno scelto al nostro posto. De telle manière que notre existence, notre vie, In un modo che la nostra esistenza, la nostra stessa vita est une existence, une vie aliénée. è un'esistenza ed una vita alienata. Et celui qui mène une vie aliénée E chi conduce una vita alienata a une vie de dépendance. ha una vita di dipendenza. C'est pour cette raison que le prochain chapitre bref qui suit E per questo motivo che il prossimo breve capitolo che segue je l'ai défini comme désir infini et vain combat. l'ho chiamato desiderio infinito ed inutile combattimento. Le sourire de Machiavel et la misère de l'homme. Il sorriso di Machiavelli e la miseria dell'uomo. J'ai donné cette définition
pour une raison qui se trouve dans l'histoire de la philosophie. Ho dato questa definizione per una ragione che si trova nella storia della filosofia. Depuis Aristippe de Cyrène Da Aristippo di Cirene jusqu'à Épicure fino a Epicuro et jusqu'à nos jours avec les derniers hédonistes comme Michel Onfray, e fino ai nostri giorni con gli ultimi edonisti come Michel Onfray. Michel Onfray, Tous les philosophes hédonistes pensent que le plaisir est notre fin. tutti i filosofi edonisti pensano che il piacere sia il nostro fine Et ce sont nos désirs qui nous conduisent au plaisir. e che sono i nostri desideri che ci portano al piacere. Mais aucun ne nous dit comment nous passons du désir au plaisir. Ma nessuno dice come si passa dal piacere al desiderio. Et le chemin qui mène du désir au plaisir, E il cammino che porta dal piacere al desiderio c'est la lutte. è la lotta. Lotta. Celui qui désire une maison La persona che desidera una casa doit lutter à avoir les moyens de se donner le plaisir d'avoir une maison. deve lottare per avere il piacere di possedere una casa. Et celui qui désire le pouvoir E chi desidera il potere doit lutter contre les autres qui désirent le même pouvoir deve pour lottare, avoir son but. deve lottare contro gli altri che desiderano lo stesso potere per arrivare al proprio scopo, De telle manière que, selon nos désirs, in modo tale che secondo i nostri desideri nous définissons les combats de notre vie. noi definiamo i combattimenti della nostra esistenza, della nostra vita, Parce que tout désir nous conduit à un objet perché ogni desiderio ci porta ad un oggetto et cet objet est aussi désiré par d'autres personnes. e questo oggetto è desiderato anche da altre persone. Et ces personnes qui désirent le même objet ne font pas de cadeaux. E le persone che desiderano lo stesso oggetto non ci fanno nessun regalo, non sono disposte a farci un regalo. Chacun cherche à obtenir l'objet désiré. Ognuno cerca di ottenere l'oggetto desiderato Et de là naît l'affrontement des désirs et des désirants. e da questo nasce lo scontro tra i desideri e i desideranti e chi desidera. C'est de là que naît le sourire de Machiavel. È da qui che nasce il sorriso di Machiavelli. Beaucoup de personnes ont lu Le Prince comme un livre sur l'État. Molte persone hanno letto Il Principe come un libro sullo Stato. Et pourtant, il faut aussi le lire comme un livre qui détermine les relations humaines. Ma invece bisogna leggerlo come un libro che determina le relazioni umane. Parce que deux personnes qui désirent le même objet Perché due persone che desiderano lo stesso oggetto sont deux personnes qui s'affrontent. sono due persone che si scontrano. Elles sont condamnées d'avoir des amis ou des alliés et d'être des ennemis. Sono condannati ad avere degli amici, degli alleati o dei nemici. Dans ce sens, le rapport entre la personne qui désire et l'autre personne qui désire la même chose, leur relation devient une relation stratégique. E così il rapporto tra la persona che desidera ed una persona che desidera la stessa cosa diventa un rapporto strategico, di strategia. Et toute notre existence est déterminée par nos désirs, les stratégies que nous avons pour la conquête de l'objet du désir et les plaisirs ou douleurs possibles. E tutta la nostra vita si divide tra il desiderio e la strategia per ottenere quell'oggetto. Et le plaisir ou la douleur qui accompagne cette stratégie. E il piacere o il dolore che accompagnano questa strategia.
C'est ainsi donc que exister selon cette manière de voir E quindi esiste secondo questo modo di vedere nous conduit à voir les guerres de nos désirs. e quindi arriviamo alle guerre dei nostri desideri. Selon notre mode de désirer, nous avons des modes de vie. Secondo il nostro modo di desiderare abbiamo un modo di vivere. Ceux qui ont des désirs qui se réduisent à leurs besoins personnels Quelli che hanno un desiderio che si riduce al loro bisogno personale ont moins de luttes à mener devono affrontare meno lotte que ceux qui ont des désirs infinis, di quelli che hanno dei desideri infiniti, qui ont à s'affronter à des milliers de personnes. che devono scontrarsi con migliaia di persone. Une personne qui décide de vivre dans une cabane Una persona che desidera vivere in una capanna n'a pas le même combat, la même lutte qu'une personne qui veut avoir un palais avant de dormir. non ha lo stesso combattimento e la stessa lotta di chi desidera un palazzo in cui dormire. Et c'est donc ces différences de désir et de lutte Queste differenze di desiderio e di lotta qui nous conduit à parler de la nécessité de la sobriété. ci portano a parlare della necessità della sobrietà. Donc je crois qu'on peut passer sur le point 4. Capitolo 4. On peut passer parce que je l'ai plutôt expliqué. Non ho più da spiegare. Tu veux passer au cinquième? Oui, on passe au cinquième. Al quinto? Vuoi passare au cinquième? Au cinquième. Al quinto, sì. Alors, au cinquième point aussi, Quinto. Le cinquième? sur ce cinquième point, nous allons venir à un philosophe Con il quinto punto ci imbattiamo in un filosofo, Épicure, Epicuro, qui a enseigné dans son école che ha insegnato nella sua scuola l'art de la sobriété l'arte della sobrietà comme forme de vie. come forma di vita. Épicure a enseigné ce qu'on appelle le tétrapharmacon, Epicuro ha insegnato il tetrafarmaco, où il nous donne 4 leçons in cui ci dà 4 lezioni qui nous évitent de mener une vie de combat éternel et de souffrance. che ci evitano di condurre una vita di lotta e di sofferenza. Au premier point, Épicure nous dit les dieux ne sont pas à craindre. Al primo punto Epicuro dice gli dei non devono essere temuti, non c'è nulla da temere negli dei. Au deuxième point, que la mort n'est rien, Al secondo punto che la morte non è nulla, parce que tant qu'on vit, la mort n'est pas là, perché mentre viviamo la morte non è lì, non è qui, et quand la mort est là, nous ne sommes plus là. e quando la morte arriva, quando la morte è qui, noi non ci siamo più. Pour cette raison, on ne doit pas craindre la mort. Per questo motivo non dobbiamo temere la morte. Au troisième point, Al terzo punto, Épicure nous dit que le bien est facile à obtenir, Epicuro ci dice che il bene è facile da raggiungere, parce que pour lui, il y a des plaisirs naturels et nécessaires, perché per lui ci sono piaceri naturali e necessari, comme manger, mangiare, boire, bere, dormir, dormire, se protéger contre le froid ou la chaleur. proteggersi dal freddo, dal caldo.
Ensuite, il y a des plaisirs naturels et non nécessaires, Poi ci sono dei piaceri naturali e non necessari, comme les modifications vers le luxe des besoins naturels. per esempio le modifiche verso il lusso dei piaceri naturali. Au lieu de boire de l'eau, Invece di bere l'acqua, vouloir prendre un vin qui a 60 ans, prendere un vino che ha 100 ans, ouais, voilà, 100 anni, c'est une modification d'un plaisir naturel qui peut devenir un problème. è una modifica di un piacere naturale che può diventare un problema. Et parmi les plaisirs naturels et non nécessaires, Tra i piaceri naturali e non necessari, Épicure a également mis les relations sexuelles. Epicuro ha anche messo le relazioni sessuali. Bon, je ne suis pas d'accord. Non sono d'accordo. Parce que si la mère d'Épicure avait cette philosophie, Perché se la madre di Epicuro avesse avuto questa filosofia, et puis Épicure n'allait pas naître. Epicuro non sarebbe nato. Et puis ce n'est pas un péché. E poi non è un peccato. Et à la fin, c'est un commentaire, hein. Questo è il mio commento. À la fin, Épicure parle des plaisirs non naturels et non nécessaires. E poi alla fine Epicuro parla dei piaceri non naturali e non necessari. Et ces plaisirs sont des plaisirs infinis. E questi sono i piaceri infiniti, Le besoin de gloire, il bisogno di gloria, il desiderio di gloria, le besoin de richesse, il desiderio di ricchezza, de pouvoir, di potere, de savoir érudit, del sapere erudito, sont des plaisirs infinis. sono piaceri infiniti. Tant que tu luttes pour gagner de l'argent, ce que tu gagnes t'ouvre le chemin pour chercher à gagner plus. Finché tu lavori per guadagnare del denaro, quello che tu guadagni ti porta a desiderare di guadagnare di più. Et donc tu es dans un cercle infini où le manque est perpétuel. Sei in un cerchio infinito in cui la mancanza è perpetua, continua, Et donc la souffrance infinie. e la sofferenza diventa infinita. Et sur ce premier point, ce dernier point de plaisir non naturel et non nécessaire, E su quest'ultimo punto dei piaceri non naturali e non necessari c'est une recherche perpétuelle de la souffrance. è una ricerca, diventa una ricerca perpetua della sofferenza. C'est ce qui a conduit Schopenhauer La cosa che ha portato Schopenhauer à penser que l'homme est condamné d'osciller entre le désir, le plaisir et l'ennui. Questo ha portato Schopenhauer a pensare che l'uomo è condannato a muoversi tra il piacere, Entre le désir, il desiderio, le plaisir il piacere et e la l'ennui. noia. Parce que dès que l'homme atteint ce qu'il cherche, Perché appena l'uomo raggiunge quello che cerca, il s'ennuie parce qu'il l'a déjà. si annoia perché già lo possiede. Un nouveau désir naît Nasce un nuovo desiderio et c'est infini. ed è infinito. Et donc, dit dans ce sens, les épicuriens In questo senso gli epicurei ont vu que la sobriété hanno capito che la sobrietà est un chemin qui les conduit à la paix, à la sérénité. è un cammino che li porta alla pace, alla serenità. Et le manque de sérénité, La mancanza di serenità, le manque de sobriété, la mancanza di sobrietà nous oblige à une lutte infinie, ci porta ad una lotta continua, un affrontement perpétuel contre d'autres ennemis a uno scontro continuo con altri nemici et à la souffrance. e alla sofferenza. Et c'est donc dans ce sens que Épicure a ouvert un chemin
vers la sobriété. Ed è in questo senso che Epicuro ha aperto la strada verso la sobrietà. Et cette sobriété, il l'a vécue dans une école qu'on a appelée dans l'histoire le jardin. E questa conquista lui l'ha vissuta in una scuola che ha chiamato il giardino. Et le jardin d'Épicure a été le lieu où des hommes ont partagé la même philosophie de la sobriété. E il giardino di Epicuro è stato un luogo in cui gli uomini hanno condiviso la stessa filosofia della sobrietà. Et l'amitié e l'amicizia et la sérénité. e la gioia, serenità. Et en ce sens, E in questo senso l'école d'Épicure a commencé à s'étendre parmi les autres écoles philosophiques. E in questo senso la scuola di Epicuro ha cominciato a diffondersi tra altre scuole filosofiche. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres philosophes qui tous cherchaient un chemin vers la sérénité. Perché all'epoca c'erano altri filosofi che cercavano la strada verso la serenità. Une de ces écoles, c'est l'école stoïcienne. Una è la scuola stoica, Une autre école, c'est l'école sceptique. l'altra è la scuola degli scettici, Une troisième école, c'est l'école cynique. l'altra è quella dei cinici. Mais celle qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'école épicurienne dans son devenir. Ma quello che ci interessa qui è la scuola epicurea nel suo divenire. Et plus, non pas seulement son histoire, Non soltanto la storia, sinon sa localisation dans le golfe de Naples. ma proprio la sua localizzazione nel Golfo di Napoli. Et c'est ce qui va nous centrer donc sur le 6e point. Quindi arriviamo al sesto punto Et je vais le lire pour qu'on puisse suivre le reste de la conférence et comme ça la traduction aussi se repose. Adesso lo leggo perché così anche la traduttrice si riposa. Parce qu'en général, il y a un philosophe espagnol, Baltasar Gracián. C'è un filosofo spagnolo, Baltasar Gracián, Il dit court et bien, c'est 2 fois bien. che dice breve e bene e 2 volte doppiamente bene. Mais en général, quand on commence à parler, on se promet d'être très bref. Ma in generale quando si comincia a parlare promettiamo di essere molto brevi, Mais sur le chemin, la parole nous prend la main ma mentre camminiamo la parola ci prende la mano et la tête s'en va. e la testa se ne va. Voilà pourquoi on dit très souvent trop de bêtises Ed ecco perché diciamo spesso sciocchezze, quand le silence est plus sage. mentre il silenzio è molto più saggio. Et donc je vais lire rapidement E quindi leggerò velocemente pour qu'on puisse suivre sur l'écran et aller vers la fin. ed arrivare alla fine, in modo che possiate seguire sullo schermo e poi arrivare alla fine più velocemente. Parce que je crois que en donnant de l'espace au dialogue, Perché dando un po' di spazio al dialogo on pourrait arriver à une meilleure construction. potremo arrivare a una migliore costruzione. Parce que c'est lui qui parle. Ma personne, je suis un oisif. Perché la persona che parla adesso è quasi ozioso. Je suis un oisif, je ne dis pas paresseux, mais oisif. Sì, ozioso, non dico proprio pigro, ma ozioso. Et plus les autres parlent, mieux c'est pour moi. E quindi se gli altri parlano più di me, per me è meglio. Alors, le 6, l'école épicurienne du golfe de Naples, philosophie, poésie et art de vivre. La scuola di Curea, sì. Ok. Nous menons les luttes de nos désirs.
Celui qui nourrit des désirs infinis et non nécessaires passera sa vie à combattre sans jamais atteindre son but, car l'insatiable ne peut être satisfait. Sa quête n'a pas de terme, chaque conquête fait naître un nouveau manque. Celui qui par sobriété limite ses désirs à ses besoins naturels et nécessaires suit une autre voie. Ces désirs étant mesurés, ils peuvent être accomplis. Il jouit alors de ce qu'il a conquis, non parce qu'il possède tout, mais parce qu'il sait se suffire à lui-même. Il ne lutte que pour ce dont il a besoin pour vivre. De cette mesure naît la sérénité. Ils sont nombreux les philosophes qui, comme Lao Tzu et Zhuangzi, Diogène le cynique, Épicure, Marc Aurèle ou de nos jours Henry David Thoreau et les penseurs de la décroissance, qui vivent sobrement. Entre le IIe siècle avant le présent compute et le premier, dans le golfe de Naples, se créa une école philosophique et poétique où des hommes et des femmes vivaient comme Thoreau, Gandhi, Mujica. Ils cultivaient leur jardin potager, s'habillaient avec une grande simplicité, ne cherchaient aucune ostentation, aucun pouvoir, aucune richesse, aucun savoir comme vaine érudition. Ils disaient, comme leur maître grec Épicure et le philosophe Yang Tzu de Chine, que les yeux cherchent à voir la beauté, les oreilles à écouter les belles paroles et la douce musique, la langue à goûter aux bons mets, le nez à respirer l'air pur, le parfum, la peau, les douces caresses. Épicure était plus austère qu'eux, mais il ne vivait pas dans le luxe. Il ne cherchait que la tranquillité, la paix, loin des tumultes du siècle. Cette école fut reconnue plus tard comme l'école épicurienne du golfe de Naples. L'école épicurienne du golfe de Naples fut entre les 2e et 1er siècles avant Jésus l'un des plus importants foyers intellectuels du monde romain qui, plus qu'une institution, formait une communauté de philosophes, de poètes, de philologues unis par l'héritage d'Épicure et installés à Naples, Posillipo, Herculanum et Cumes. Son originalité était de faire de la philosophie un art de vivre fondé sur la sobriété, l'amitié et la recherche de la sérénité, tout en donnant à la poésie un rôle central dans cette quête. Autour de Cyrone, maître de Posillipo, de Philodème de Gadara, installé à Herculanum, et de Pompilius Andronicus, actif à Cumes, se constitua un cercle qui influença profondément les grands auteurs latins. Virgile dans les Bucoliques célébra la vie simple et le retrait loin des ambitions, tandis qu'Horace, proche de Philodème, exprima dans son Carpe Diem et dans son idéal d'Aurea Mediocritas une vision épicurienne du bonheur fondée sur la jouissance du présent et la modération des désirs. Pour ces penseurs, la poésie n'était pas une simple esthétique, mais une forme d'éducation morale et une pratique spirituelle capable de conduire l'homme vers la tranquillité de l'âme. Cette conception trouve son expression la plus achevée dans le De Rerum Natura de Lucrèce, où les vers deviennent le véhicule de la vérité philosophique. L'école de Naples apparaît ainsi comme une véritable académie poético-philosophique où la pensée, la poésie et l'art de vivre ne faisaient plus qu'un. Son héritage est celui d'une sagesse qui fait de la poésie une manière d'apprendre à vivre en alliant éthique,
et esthétique. Bien, à partir de ce point, a partire da questo punto, combien de temps nous sommes déjà? sono le 6? Sono le 6:05? Il est 6h05. 6h05. Il nous reste combien de temps? C'est que vous voulez. Oui, bon, je veux être bref pour aller directement aux conclusions, pour pouvoir discuter. Et comme ça, oui, on arrête le texte, je vais vers la conclusion, et à partir de là, dans les discussions, on peut... Vado alla conclusione, così nella discussione possiamo aggiungere. Et donc, dans les discussions, on peut approfondir Nella discussione potremo approfondire selon l'intérêt de chacun. secondo gli interessi di ognuno di voi. Et donc, pour aller vers la conclusion de cet exposé rapide, Per concludere il mio rapido exposé, la mia conferenza, je veux rappeler les pensées de deux philosophes français. voglio ricordare il pensiero di due filosofi francesi, Gilles Deleuze Gilles Deleuze a dit dans Qu'est-ce que la philosophie? ha detto in Che cos'è la filosofia? Que la philosophie consiste dans la construction des concepts. Che la filosofia consiste nella costruzione dei concetti. C'est une conception de la philosophie défendable, È una idea della filosofia che possiamo difendere, difendibile, mais qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. ma che ci porta a farci molte domande. Et la seconde idée, c'est celle de Pierre Hadot, La seconda posizione è quella di Pierre Hadot, qui dit que la philosophie est une manière de vivre. dice che la filosofia è un modo di vivere Et donc qu'il n'y a de philosophie que dans la pratique. che non c'è filosofia se non nella pratica, Et cela nous éloigne de la définition de Gilles Deleuze. e questo ci allontana dalla definizione di Gilles Deleuze, Parce qu'on peut fabriquer du matin à midi 20 concepts ou 2. perché possiamo costruire dalla mattina fino a mezzogiorno 20 idee o soltanto 2, 20 concetti o 2. Et comme l'âne de Buridan, on peut être chargé de livres pleins de concepts E come l'asino di Buridano possiamo vivere, on peut vivre chargé de livres possiamo vivere carichi di libri et vivre mal dans l'enclos des ânes. e vivere male dall'enclos. L'enclos, là où, Oui, là où on attache l'âne. sì, nella stalla. Mais quand on considère que la philosophie est une manière de vivre, Ma se consideriamo che la filosofia è un modo di vivere, nous devenons responsables de nos pensées diventiamo responsabili del pensiero, parce que nos pensées se traduisent dans nos sentiments perché i nostri pensieri si traducono nei nostri sentimenti et nos sentiments déterminent nos actions. e i nostri sentimenti determinano le nostre azioni. C'est pour cela que les épicuriens, È per questo che gli epicurei et fondamentalement les épicuriens du golfe de Naples, e soprattutto gli epicurei del Golfo di Napoli ont mis l'accent sur l'art de vivre. hanno messo l'accento sull'arte di vivere.
vivre selon le calcul des désirs, vivere calcolando i desideri, éviter les luttes vaines et inutiles, evitare le lotte inutili et vivre dans l'otium dans e vivere nell'ozio et la tranquillité de l'âme. e la tranquillità dell'anima. La sobriété La sobrietà est un chemin, et le chemin le plus court qui peut nous conduire vers la sérénité. è una strada ed è la strada più breve che può portarci alla serenità. Et c'est ce que Sirone, Philodème de Gadara, È quello che Sirone, Filodemo di Gadara nous ont enseigné ci hanno insegnato à Naples. a Napoli. Et pour moi, cette conférence sera inutile E per me questa conferenza sarebbe inutile si, en sortant d'ici, se uscendo da qui nous ne sommes pas capables de réfléchir sur nos désirs, non siamo in grado di riflettere sui nostri desideri, de voir ce qui est utile dans nos désirs et ce qui ne l'est pas. di vedere cosa è utile tra i nostri desideri e cosa non lo è. Les désirs qui nous conduisent à des vains combats I desideri che ci portano ai combattimenti inutili et les désirs qui peuvent se satisfaire dans le temps. e i desideri che possono essere soddisfatti nel tempo. Et comme je l'ai déjà indiqué, E come l'ho già detto, je reste à la disposition, je laisse mon mail et ceux qui sont intéressés peuvent laisser leur mail. resto a vostra disposizione, lascio il mio indirizzo email e quelli che vogliono possono lasciare il loro Pour continuer l'échange au-delà de cette per conférence, continuare questo scambio oltre questa conferenza, pour voir comment on peut ensemble constituer un groupe d'amis per vedere come si possa costituire insieme un gruppo di amici qui pourrait comprendre les pensées che épicuriennes potrebbe comprendere il pensiero epicureo et vivre de nouveau à Naples et ailleurs e vivere di nuovo a Napoli o da un'altra parte la simplicité volontaire la semplicità volontaria et la sérénité. e la serenità. Merci. Grazie. Ah, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Haïdara. Alors, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Et je pense aussi pour les personnes qui sont ici pour vous écouter. Allora, dunque c'è la traduzione del mio testo in questi fogli qui sopra, la traduzione del mio testo francese. Alors, vous êtes l'auteur du poème intense et évocateur, comme Tébre, dont la traduction a été heureusement éditée par Raffaella Marzano et Giancarlo Cavallo, qui font un travail excellent avec la maison d'édition Casa della Poesia. Vous avez donné un aperçu, non? Mais vous êtes aussi l'auteur d'ouvrages philosophiques riches de réflexions stimulantes, comme De la Sobriedad, qui a été publié en 2020, et De la Prudencia, publié en 2024. Ce dernier en particulier, je l'ai lu, et donc il m'a beaucoup donné à penser, De la Prudencia. Et donc, c'est précisément qu'un philosophe, c'est-à-dire auteur de réflexions profondes, que vous avez été invité aujourd'hui dans cet institut, qui est l'Institut pour les études philosophiques.
Et justement pour cette raison, j'ai l'honneur de dialoguer avec vous en parlant de philosophie, mon champ de travail. Et je n'ose pas m'aventurer sur le torrent de la poésie, surtout en présence de Silvio Perella, poète écrivain d'une grande finesse. Néanmoins, en tant que lectrice de poésie, je me permets de dire que j'ai lu Tébré et que j'ai trouvé vos poèmes d'une grande intensité, d'une légèreté feutrée et d'une rare capacité de saisir l'instant fugace, les éléments impalpables et pourtant intenses de la réalité. En ce sens, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils m'ont fait penser à la musique de Claude Debussy, votre beau poème. Mais venons à votre intervention d'aujourd'hui sur la sobriété. Vous avez fait un discours très intéressant, dessinant un parcours circulaire entre votre réflexion et la pensée ancienne de l'école épicurienne, celle de Naples en particulier. Cela a été un hommage très aimable à notre ville et à notre culture gréco-romaine. Cela vous a également permis de revenir sur quelqu'un des thèmes clés de votre réflexion. Je me fais référer notamment à votre critique d'une certaine philosophie traditionnelle par laquelle je voudrais commencer. Contre la philosophie, disons, inaugurée par Platon et qui a eu un extraordinaire développement en Occident jusqu'à la modernité, fondée sur le logos, c'est-à-dire la raison, qui réduit toute la réalité à une trame idéale, philosophie déjà profondément contestée par Épicure, vous orientez votre regard, précisément comme Épicure, vers la réalité concrète, ou bien vers la vie quotidienne des hommes. Vous venez de dire justement, la philosophie ne doit être pas une discipline abstraite réservée aux érudits, mais un art de vivre quotidien. Et vous écrivez aussi de la Prudentia, la filosofia che nos accompagna da una vita è pura forza dello spirito. La philosophie qui ne s'accompagne pas d'une vie et une pure force de l'esprit. Et hemos de superar la filosofia para llegar al sentido común. Il faut dépasser la philosophie pour atteindre le bon sens, le sens commun. Ce sont des réflexions très fortes sur lesquelles j'aimerais vous poser une première question. Selon vous, faut-il rejeter ou bien surmonter toute la philosophie, exception faite bien entendu pour la philosophie épicurienne à laquelle vous êtes proche, parce que depuis Nietzsche, en passant pour Bergson, Merleau-Ponty, Deleuze que vous venez de citer, pour n'en citer que quelqu'un, la philosophie occidentale, en particulier la philosophie contemporaine, a abandonné le logocentrisme abstrait et par contre a replacé la vie, la dimension corporelle concrète, même matérielle de la réalité au centre de son attention. Alors, ne trouveriez-vous pas intéressant d'entendre avec quelqu'un de ces philosophes qui récupère la dimension matérielle concrète du corps et donc vous pouvez récupérer une partie de la philosophie contemporaine qui s'adresse à cette réalité concrète comme vous? Bien, je crois que j'ai compris la question. Et toujours dans un dialogue, il y a le droit à la question e il devoir de la réponse ou du silence. In un dialogo c'è il dovere della risposta o il silenzio. Je vais choisir de parler ce qui est imprudent de ma part. Ho deciso di parlare, quindi è un po' imprudente da parte mia. Je trouve que on ne peut pas mettre entre parenthèses l'histoire de la philosophie de Platon a Bergson. Non si può mettere tra parentesi la storia della filosofia da Platone a Bergson. Parce que cette histoire est aussi
celle qui a construit l'esprit contemporain. Perché questa filosofia è anche quella che ha costruito lo spirito contemporaneo. Depuis Platon Da Platone et les platoniciens, e i platonici, jusqu'à l'époque épicurienne, passant par Aristote l'époque épicurienne qui a soulevé, fino all'epoca epicurea passando per Aristotele, l'époque épicurienne qui est aussi l'époque hellénistique, che è anche l'epoca ellenistica, nous avons vu un affrontement abbiamo visto uno scontro entre une forme de pensée qui construit un idéal tra una forma di pensiero che costruisce un ideale et qui essaie de voir le réel comme un reflet de cet idéal. cerca di vedere il reale come un riflesso di questo ideale. Et cette dichotomie traverse l'histoire de la philosophie. E questa dicotomia attraversa la storia della filosofia. Aujourd'hui, je fais partie de ces brebis égarés, Oggi faccio parte di questi brebisegari. je fais partie de ces troupeaux perdus. Sì, di questi pochi spersi, sperduti. Sperduti pensatori. Sì, sperduti pensatori. Qui pensent avec Clément Rosset, avec Nietzsche, un certain nombre de Che penseurs, pensano come Clément Rosset, come Nietzsche, qu'il faut renverser bisogna rovesciare l'ordre des choses l'ordine delle cose et comprendre que tout ne commence pas par l'idéal vers le réel, e capire che non comincia tutto con l'ideale verso il reale, mais du corps, du réel vers l'idéal. ma dal corpo, dal reale verso l'ideale. Nous sommes d'abord des corps Siamo innanzitutto corpi et tous nos actes, toute notre forme d'être e tutte le nostre azioni e tutte le nostre forme d'essere est dans le sens de la persévérance dans l'existence. e nel senso della perseveranza nell'esistenza. Et ce qui est le monde de l'esprit E il mondo dello spirito n'est pas hors de nous, mais une forme d'expression du corps non è fuori da noi, ma è una forma di espressione del corpo pour persévérer dans l'être, per continuare nell'essere, perseverare nell'essere, dans le sens de Spinoza. nel senso di Spinoza. Et c'est pour cela que non, on ne peut pas rejeter Platon parce que c'est un écrivain extraordinaire, Possiamo rigettare Platone perché è uno scrittore straordinario et parce que l'histoire de la philosophie sans Platon serait borgne. e perché la storia della filosofia senza Platone sarebbe limitata. Certes, et je termine avec ça, l'histoire de la philosophie n'est pas seulement l'histoire occidentale de la philosophie. Sicuramente la storia della filosofia, e concludo con questo, non è la storia occidentale della filosofia, Parce qu'il existe la philosophie indienne, chinoise, perché esiste la filosofia indiana, cinese, il existe la philosophie islamique que Henri Corbin esiste la filosofia exposé. islamica che Henri Corbin ha spiegato, ha raccontato. Et pour moi, on ne peut penser aujourd'hui que en nous armant de tout ce que la philosophie a apporté dans tous les autres sens, E non possiamo, Platon inclus. e non possiamo non pensare oggi a tutte le conquiste a cui la filosofia ha portato, Platone compreso. Oui, très bien. Oui, c'est pour ça que je vous citais Merleau-Ponty, parce que justement Merleau-Ponty, c'est l'auteur qui parle du corps, non? Oui. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait quelques petites liaisons entre votre discours et certains philosophes contemporains comme Merleau-Ponty, justement. Per questo ho citato Merleau-Ponty, perché sì. Merleau-Ponty parla del corpo. Sì.
Allora, passo alla seconda domanda. Alors, je passe à la partie la plus importante, selon moi, de votre discours, car vous travaillez surtout sur l'éthique, la philosophie pratique, comme vous l'avez dit, non? Alors, comme les épicuriens, vous lancez, me semble-t-il, une attaque très forte contre tous les désirs vains. Vous l'avez dit tout à l'heure, la gloire, le luxe, la richesse, l'érudition, etc. Et vous défendez une vie allégée, délivrée des ambitions et des désirs inutiles, attentive aux petites joies et à la présence du monde. Une vie de sobriété, de retrait du monde, de simplicité, de mesure, condition primaire pour vivre en toute sérénité. Non? C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Et donc, selon moi, il s'agit d'une leçon précieuse et effectivement, il faut sortir de cet institut avec cette leçon. Mais autour d'elle, je voudrais articuler une seconde question. En effet, il me semble que vous attribuez certains désirs humains exclusivement au conditionnement culturel et commercial. Ainsi, il viendrait seulement de l'extérieur de l'homme, vous l'avez dit encore tout à l'heure. Par exemple, à notre époque du capitalisme, de la société marchande et de la consommation. Alors, bien sûr, vous avez tout à fait raison, ces facteurs de conditionnement qui fabriquent et colonisent les désirs, comme vous l'écrivez, sont profonds et décisifs. Mais il semblerait alors qu'il suffise d'éliminer ces facteurs de conditionnement extérieur pour ramener l'homme à la sérénité originaire. J'ai l'impression que vous considérez, un peu comme Rousseau, qui d'ailleurs c'est un grand, formidable philosophe, l'homme à l'origine bon, pur de tout sentiment négatif, et qu'il est corrompu par la société dans laquelle il vit. Pourtant, tous les grands récits de l'Antiquité nous apprennent que l'homme à l'origine n'est ni totalement bon, comme le disait Rousseau, ni totalement mauvais, comme le disait Hobbes, avec sa phrase « homini, homo, homini lupus », mais qu'il est un être amphibie par nature, partagé entre le bien et le mal, pureté et impureté, bonté et violence, générosité et égoïsme, guidé par des désirs et d'impulsions qui sont à l'origine et non secondairement mauvais et à la fois bonnes. Ce n'est pas un hasard si tous les mythes fondateurs des civilisations ont pour point de départ un acte de violence qui devient justement fondateur d'une civilisation. Le meurtre d'Abel par son frère Caïn dans la tradition biblique, le meurtre d'Hector par Achille dans la tradition grecque, le meurtre du frère Rémus par son frère jumeau Romulus dans la tradition romaine, et même dans l'Antigone de Sophocle, Lucaire affirme qu'il n'y a pas d'être le plus inquiétant des notaton en grec, les plus violents, que l'homme, précisément parce qu'il est l'être le plus violent. Lucrèce lui-même, dans la De Rerum Natura que vous avez cité, évoque la violence inhérente à l'homme. Et voilà alors ma question. Ne pensez-vous qu'il faudrait tenir en compte cette nature duale, ambiguë et amphibe, intrinsèque à l'homme, lorsque nous tentons de la régler? Et en d'autres termes, est-il réellement possible de conduire l'homme vers une sérénité absolue et totale? Ou il s'agit plutôt d'éduquer, à prendre en compte et gérer sa propre ambiguïté constitutive et ses désirs constitutifs de possession et de conquête? C'est là que je vous demande. Une bonne question qui n'aura pas beaucoup de bonnes réponses. Un'ottima domanda che non avrà un'ottima risposta. Pour une simple raison, Per la semplice ragione c'est que je me méfie de toute essence déterminée de l'homme.
mi diffido di ogni essenza determinata dall'uomo. Je ne vois l'homme ni bon, Non vedo l'uomo né buono ni mauvais, né cattivo, c'est-à-dire ni Rousseau ni Hobbes. né Rousseau né Hobbes. Nous sommes des corps. Noi siamo corpi Et le corps, pour persévérer dans l'existence, e il corpo continua, persevera nell'esistenza, a naturellement besoin de l'autre. ha naturalmente bisogno dell'altro Et l'autre de façon globale, e l'altro in modo globale, comme individu ou comme être. come individuo o come essere. Nul ne vit 5 minutes sans avoir besoin de l'air qu'on respire, Non possiamo vivere 5 minuti senza l'aria che respiriamo, ni l'eau qui est autour de nous et qui est en nous. e nemmeno dell'acqua che è intorno a noi e dentro di noi. Exister, c'est dépendre. Esiste e dipende. Esistere e dipendere. Et le corps dépendant pour exister s'exprime par les désirs. E il corpo che si esprime attraverso il desiderio, il corpo che dipende si esprime attraverso il desiderio. Mais les désirs se fondent sur les besoins. Ma i desideri si fondano sui bisogni. À ce niveau, nous sommes sur la voie épicurienne, effectivement. Jusqu'à Merleau-Ponty, je suis d'accord. E quindi noi siamo sulla via epicurea, effettivamente, fino a Merleau-Ponty, En passant par Spinoza. passando per Spinoza. Parce que la substance Perché la sostanza persévère dans l'existence, persevera nell'esistenza, dans son rapport à ce qui est hors de soi et qui lui permet d'être. nel rapporto tra ciò che è fuori di sé, che gli consente di essere. Et ce rapport est déjà une expression de désir. E questo rapporto è già un'espressione del desiderio. Maintenant, ce désir n'est pas nécessairement le désir conditionné par l'ordre social. Questo desiderio non è necessariamente il desiderio condizionato dall'ordine sociale, C'est l'expression de désirs qui se confondent avec les besoins naturels. questa espressione del desiderio si confonde con il bisogno naturale. Ce à quoi Épicure veut nous ramener. È quello a cui Epicuro vuole riportarci. Mais dès que les désirs se mettent au-dessus des besoins, Ma nel momento in cui il desiderio si mette sopra il bisogno, que ce soit au temps des Grecs ou à la naissance de l'industrie che sia all'epoca dei Greci o quella della nascita dell'industria et de la marchandisation de la société, e della commercializzazione della società, il y a un dialogue entre le corps, c'è un dialogo tra il corpo, ses besoins, i suoi bisogni, qui se transforment en désir, che si trasformano in desideri, et la société e la società scusate, qui détermine, qui dit à chaque individu ce qu'il doit désirer. che dice ad ogni individuo quello che deve desiderare. Et c'est de là, c'est à partir de ce moment, ce dialogue entre chaque individu et son milieu social, Ed a partire da questo momento che il dialogo tra ogni individuo e l'ambiente sociale, que chacun se voit dans l'obligation de prendre un chemin ou un autre. che ognuno si vede obbligato a prendere una strada o un'altra, Parce que c'est la société qui nous dit ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est juste. perché la società ci dice cosa è vero, cosa è bello, cosa è giusto, Et en nous adaptant à ces catégories sociales e adattandoci a queste categorie sociali et pour la reconnaissance e per il riconoscimento sociale, sociale, nous nous enfermons dans les catégories ci chiudiamo nelle categorie qui conditionnent nos désirs. che condizionano i desideri. Et donc,
toutes les expressions de nos désirs ne sont pas conditionnées hors de nous. E quindi tutte le espressioni dei nostri desideri non sono condizionate fuori di noi. Mais il y a un dialogue permanent entre ce que nous sommes, C'è un dialogo permanente tra quello che noi siamo, continuo, ce que nous voulons être quello che vogliamo essere et le filtre que la société impose. e il filtro che la società impone. Voilà donc le fait que nous sommes dans une complexité Ecco che siamo in una complessità du désir del desiderio et quoi que disent Freud, Guattari et Deleuze, che ne dicano Freud, Guattari e Deleuze. toute l'histoire de la philosophie est aussi une lecture du désir et des rapports entre l'individualité et la collectivité. Tutta la storia della filosofia è un rapporto tra l'individualità e la collettività. Et l'équilibre est très difficile. E l'equilibrio è molto difficile. Quand on suit les cloisonnements que la société donne, Quando seguiamo le chiusure che la società ci dà, on est dans la normalité siamo nella normalità et la normativité des e lois. la normatività. Mais la tendance aussi de l'individu, Ma la tendenza dell'individuo c'est aussi de se libérer du poids des è lois, liberarsi dal peso du poids des lois delle leggi et construire sa liberté. e costruire la propria libertà. Et chaque fois que la philosophie nous a donné un nouvel esprit, une nouvelle forme, E ogni volta che la filosofia ci ha dato un nuovo spirito, una nuova forma, nous nous sommes trouvés face à un individu qui a mis en question les conditionnements. ci siamo trovati di fronte a un individuo che ha messo in discussione il condizionamento. Et je vais terminer avec une petite histoire Chiuderò con una piccola storia, con una storia dans ce sens. che va in questa direzione. Quand j'étais très jeune, Quando ero molto giovane, ma mère m'a pris la main et elle m'a amené chez un tisserand. mia madre mi ha preso la mano e mi ha portato da un tessitore Et elle a demandé au tisserand de m'enseigner la sagesse. e ha chiesto al tessitore di insegnarmi la saggezza. Alors le tisserand a dit, Il tessitore ha detto: va avec ta mère, quand tu auras 40 ans, vai con tua madre e quando avrai 40 anni, quand tu auras lu, écouté 40 sages, quando avrai letto e ascoltato 40 saggi et quand tu auras vu 40 villes et villages, quando avrai visto 40 città e villaggi, tu reviens, je vais t'enseigner. vieni da me e io ti insegnerò. Quand j'ai eu 40 ans, je suis revenu Quando ho compiuto 40 anni sono ritornato Non c'era più niente da prendere. Il n'y avait rien à et prendre. elle s'est mise à rire, le tisserand s'est mis à rire e lui si è messo a ridere parce qu'il m'a dit maintenant tu peux savoir qui tu es, qui sont les autres adesso puoi sapere chi sei, chi sono gli altri, et moi je ne peux pas enseigner quelqu'un qui a vu 40 sages. e io non posso insegnare a qualcuno che ha incontrato 40 saggi, Qui a vu 40 villages che ha visto 40 villaggi et qui a 40 ans. e che ha 40 anni. Sors de ma maison. Esci da casa mia. Alors, troisième question sur la technique. La troisième question. Alors, dans vos écrits, vous dites les désirs de l'homme sont fabriqués et orientés par les médias, c'est la technique. Dans vos écrits, vous dites les désirs de l'homme sont fabriqués et orientés par les médias, c'est la technique. Vous n'avez pas lu, mais je l'ai lu dans le texte.
Alors, donc, vous plaidez, au moins me semble-t-il, contre la technique. Et en même temps, vous défendez, comme on l'a vu, une vie simple, fondée sur les besoins primaires de l'homme, sur un rapport direct à la réalité concrète, sur l'adhésion à ces rythmes naturels et donc l'élimination de toute superstructure. C'est un projet de vie très fascinant, un projet qui, à travers l'histoire, a exercé toujours un attrait très fort. Et pourtant, je me demande, et je vous demande, s'il est possible et même souhaitable de revenir à un modèle de vie, pour le dire avec Virgile, bucolique. Il est vrai que la technologie crée des problèmes sans précédent pour la planète Terre et que nous devons tout changer d'urgence nos habitudes. Mais il est tout aussi vrai que la technologie a permis d'éradiquer de nombreuses maladies, de garantir un meilleur niveau de vie, d'améliorer les récoltes, d'allonger l'espérance de vie, etc. Donc, je crois qu'un retour en arrière est impossible, tant sur le plan technologique que sur celui de l'intelligence artificielle. Et je crois aussi que conserver les avantages de la technologie n'est pas forcément un problème si nous savons gérer ses effets secondaires négatifs. Je crois plutôt que le véritable problème réside, et c'est malheureusement le cas actuel, dans la concentration des technologies entre les mains d'une poignée de plutocrates individualistes et autoritaires, donc qu'il faut lutter pour que leur usage, c'est-à-dire l'usage de la technologie, devienne social, collectif et communautaire, afin qu'il ne favorise pas seulement certains groupes financiers et de pouvoir, mais tous, et surtout les peuples les plus défavorisés, précisément pour leur permettre d'accéder à un niveau de vie qualitativement meilleur. Qu'est-ce qu'en pensez-vous ? Je pense que je suis d'accord avec vous. Sono d'accordo con lei. En son temps, Épicure, et en leur temps, Épicure, Lucrèce, Philodème de Gadara, Séronoé, aucun n'a rejeté la technique comme telle. Nessuno ha rifiutato la tecnica in sé. La roue était inventée. La ruota è stata inventata. Et aucun n'a renoncé à voyager en bateau ou en voiture avec des chevaux. Nessuno ha rinunciato a viaggiare in vettura, in barca o con delle auto a cavalli. Parce qu'il faut vivre simplement. Perché bisogna vivere semplicemente. Et sans la technique, moi qui suis né à Tombouctou, e io, senza la tecnica, io che sono nato a Timbuktu, pour arriver à Naples, per arrivare a Napoli, j'aurais besoin de 6 mois de marche. Avrei bisogno di 6 mesi di cammino. Par contre, vous êtes venu avec l'avion. Si j'arrivais. Se ci riesco. Et je suis un homme lié à la bibliothèque. Io sono un uomo molto legato alla biblioteca. Et quand ce matin je suis allé pour voir les papyrus, e quando stamattina sono stato a vedere i papiri, avec mon cher ami Nicolas, nous sommes allés et nous avons vu 2 personnes extraordinaires qui sont dans cette salle. Abbiamo incontrato 2 persone straordinarie che sono in questa sala. Et avec des techniques que moi je n'ai jamais vues. E con delle tecniche che io non avevo mai visto. J'ai vu comment elles arrivaient à déchiffrer. Ho visto come riuscivano a decifrare des papyrus complètement carbonisés. Dei papiri completamente carbonizzati. Moi, j'ai une bibliothèque de 12 000 et quelques manuscrits. Ho una biblioteca di 12.000 manoscritti. Et il y a des manuscrits qui sont complètement
compacts à cause de l'humidité. Ci sono dei manoscritti che sono completamente attaccati, incollati per l'umido. Et aujourd'hui, quand j'ai vu la technique utilisée, e oggi quando ho visto la tecnica utilizzata, ça m'a donné de l'espoir. Mi ha dato speranza. Et donc, quand je parle de simplicité, quando parlo di semplicità, je ne parle pas de primitivité. Non parlo di essere primitivi. Je parle de l'usage. Parlo dell'uso que nous pouvons faire de la technique. Che possiamo fare della tecnica. Je vous donne un exemple. Faccio un esempio. Barnès, dans son livre Propaganda, Barnès, nel libro Propaganda, a montré comment on peut manipuler les masses. Ci ha mostrato come possiamo manipolare le masse et les conduire à consommer ce dont elles n'ont pas besoin. E portarle a consumare ciò di cui non hanno bisogno. Et dans ce sens, la première expérience de Barnès sur les masses e in questo senso la prima esperienza di Barnès sulle masse a été de travailler pour l'industrie de la cigarette. È stato lavorare per l'industria della sigaretta. Et Barnès a enseigné aux masses que pour être libre, il faut fumer. E Barnès ha mostrato come ha insegnato alle masse per essere liberi bisogna fumare. Et les femmes les plus libérées sont les femmes qui peuvent fumer en privé et en public. E le donne più libere sono quelle che possono fumare in pubblico e in privato. Lorsque la publicité a été lancée, quando la pubblicità è stata inaugurata, lanciata, le pourcentage des fumeurs a doublé dans la société américaine. La percentuale dei fumatori ha raddoppiato nella società americana. C'est une technique de manipulation du désir. È una tecnica di manipolazione del desiderio. Sans doute, forse, cela a conduit à la multiplication du cancer. Forse questo ha portato al moltiplicarsi del cancro. Et donc l'argent qui rentre, il faut encore faire des investissements. E quindi i soldi che arrivano bisogna nuovamente reinvestirli. Pour lutter contre le cancer. Per lottare contro il cancro. Et donc, partant de cet exemple, a partire da questo esempio, ce qu'on voit, c'est que les techniques de manipulation sont dangereuses. Come le tecniche di manipolazione siano pericolose. Per la technique en soi, per la tecnica in sé, peut être utile. La tecnica in sé può essere utile. Mais la technologie dans l'usage, ma la tecnologia nell'uso, peut être un danger public. È un pericolo pubblico. Et c'est dans ce sens que je parle des techniques dans le sens de Michel Foucault. È in questo senso che io parlo di tecnica nel senso di Michel Foucault. Dans la technologie du moi, mais aussi dans les techniques et les méthodes de se construire ou de construire l'autre malgré sa volonté. Ma anche le tecniche, i metodi per costruire l'altro malgrado la propria volontà. Et donc dans ce sens, je peux vous dire que je me félicite du progrès technique de l'humanité, e quindi io mi rallegro del progresso dell'umanità, de l'invention du téléphone qui est extraordinaire, dell'invenzione del telefono che è straordinaria, mais dans le même téléphone formidable, ma in questo stesso telefono formidabile, une personne peut réciter un poème d'Horace ou de Virgile. Una persona può recitare una poesia di Orazio o di Virgilio. O organiser l'assassinat de milliers de personnes. Organizzare l'assassinio di migliaia di persone. La technologie n'est pas un mal en soi. La tecnologia non è un male in sé. L'utilisation de la technologie peut être dangereuse ou heureuse. L'utilizzo della tecnica invece può essere pericoloso. Bon, on est tout à fait d'accord. Merci. Alors, dernière question sur l'histoire cette fois. Alors, votre passé est simplement fabuleux.
légendaire. Vous descendez d'une importante dynastie. En effet, d'après la biographie qui est dans la traduction de Tèbre, vous descendez du grand poète du XIVe siècle Es-Sahili, 1290, ainsi que du célèbre et noble juriste andalou Ali Ben Ziad al-Kouti. Celui-ci, issu d'une famille hispano-gothique, converti à l'islam, il quitta Tolède en 1467 en raison des révoltes religieuses et d'un incendie qui ravageait la ville. Il s'exila, pour ainsi dire, en Afrique, dans l'actuel Mali. Là-bas, il emporta avec lui une riche collection de textes anciens, forte de près de 13 000 précieux manuscrits, avec lesquels vous avez créé le fameux Fondo Kuti. Bon. Alors, votre vie est donc profondément ancrée dans l'histoire et l'entrelacement des cultures. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous avez écrit de nombreux ouvrages historiques. Yabadar Pasha, on dit comme ça, et La conquista saoudi del Songhai, publié en 1993. L'Espagne musulmane et l'Afrique subsaharienne, publié en 1997. Les Juifs à Timbuktu, en 1999. 19. Et los últimos visigodos en 2003 et los otros españoles en 2004. Non, plusieurs œuvres d'histoire. Alors, à la lumière de votre extraordinaire connaissance de l'histoire, j'aimerais vous poser une dernière question. Notre époque est entièrement tournée vers l'actualité, la chronique et l'immédiateté du présent. L'histoire est presque totalement négligée. Cette adhésion immédiate aux événements qui se succèdent l'un après l'autre, où le dernier événement annule le précédent en pulvérisant toute continuité historique, provoque des gestes primement réactifs, trop souvent violents et sectaires. Cette immédiateté à l'actualité, à la chronique, les réactions sont tout à fait réactives, pas raisonnées. C'est ça que je veux dire. Que signifie par contre, selon vous, avoir un regard à long terme sur le passé? Le passé peut-il nous aider à voir les choses avec plus de détachement, avec plus de conscience? Surtout aujourd'hui, dans cette terrible période historique de guerre que nous traversons. Vous rappelez à la fin de votre discours, vous ne l'avez pas lu, mais c'était dans l'écrit que j'ai reçu, l'histoire commune des voyages, des rencontres et des circulations des hommes, des familles et des imaginaires qui vous ont conduit à tracer un chemin entre vous et l'école épicurienne du golfe de Naples. Non? Vous parlez de cette histoire. En effet, votre vie est imprégnée, comme je le disais tout à l'heure, des siècles de culture et d'histoire. Et vous êtes l'incarnation, pour ainsi dire, vivante des liens fructueux que l'histoire peut tracer. Alors, nous croyez-vous que les liens tissés par l'histoire et dans l'histoire, si seulement nous y prêtions attention, pourraient nous amener à affronter les conflits et les guerres différemment? Bon, je vais commencer par dire que un homme, s'il a un minimum de sagesse, comincerò col dire che un uomo, se ha un minimo di saggezza, ne peut pas tirer orgueil de son propre passé. Non può tirarsi fuori dal suo proprio passato. Parce que je n'ai fait aucun effort pour naître dans la famille dans laquelle je suis né. Io non ho fatto nessuno sforzo per nascere nella famiglia in cui sono nato.
Mais certainement, je suis responsable ma sicuramente sono responsabile de mon devenir à partir de ma naissance. del mio divenire a partire dalla mia nascita. Nous sommes en une époque où les hommes construisent trop de murs qui les séparent et ne font pas des ponts. Siamo in un'epoca in cui gli uomini costruiscono troppi muri che li separano e non ponti. Et certainement, plus les hommes se connaissent et connaissent leur histoire, Più gli uomini si conoscono e conoscono la loro storia, plus ils découvrent ce qui les lie aux autres. più scoprono ciò che li lega agli altri. L'histoire m'a enseigné qu'aucun individu n'a une identité unique. La storia mi ha insegnato che nessun individuo ha un'identità unica. Je sais que certains membres de ma famille sont venus de l'Espagne. So che alcuni membri della mia famiglia sono venuti dalla Spagna, D'autres sont venus de la Grèce. altri sono venuti dalla Grecia, D'autres sont venus du Maroc, altri dal Marocco, du nord de l'Italie, dal nord Italia, mais aussi de différentes zones de l'Afrique noire. ma anche da diverse zone dell'Africa nera. Et je sais aussi que une partie de ma famille appartient à la noblesse de mon pays. E so anche che una parte della mia famiglia appartiene alla nobiltà del mio paese, Ils descendent de l'empereur Askia. discende dall'imperatore Askia, Mais une autre partie de ma famille, ma un'altra parte della mia famiglia ce sont des agriculteurs sono agricoltori qui vivent de ce qu'ils cultivent et sans cela, ils n'ont pas d'avenir. che vivono di ciò che coltivano e senza di questo non hanno un futuro. Et donc j'appartiens à l'histoire de l'Europe et à l'histoire de l'Afrique. E quindi appartengo alla storia dell'Europa e alla storia dell'Africa. J'appartiens à l'histoire impériale de mon pays Appartengo alla storia imperiale del mio paese et j'appartiens aussi à la classe la plus pauvre de mon pays. e io appartengo anche alla classe la più povera del mio paese. Quand un homme se connaît, Se un uomo si conosce, il apprend à se respecter en respectant les autres. impara a rispettarsi rispettando gli altri Et dans les autres, il voit ce qui les lie plus que ce qui les sépare. e negli altri vede quello che lo lega agli altri più che quello che lo separa dagli altri. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque de plus en plus accélérée. Oggi siamo in un'epoca sempre più accelerata, où l'homme n'a plus le temps de s'arrêter et de penser. in cui l'uomo non ha più il tempo di fermarsi e di pensare. Pire encore, l'homme ne peut plus vivre en pensant ce qu'il vit, Ancora peggio, l'uomo non può più vivere pensando a ciò che sta vivendo, mais il est gouverné permanemment par l'émotion. ma è continuamente governato dalle emozioni. Il est entre la peur et l'espérance. È tra la paura e la speranza, Mais à chaque moment de son existence, ma in ogni momento della propria esistenza, dans le temps actuel où nous vivons, nel tempo in cui viviamo, chaque individu est coupé des autres. ogni individuo è tagliato dagli altri. Nous perdons les ponts qui nous unissent Perdiamo i ponti che ci uniscono pour construire des murs autour de notre individualité. per costruire muri intorno alla nostra individualità. Et il est plus facile de gouverner des atomes È più facile governare degli atomi que des hommes conscients de qui ils sont et qui savent che où uomini ils veulent coscienti aller. di quello che sono e di dove vogliono andare. Et donc pour terminer, parce que vous avez parlé de cette époque, E quindi per chiudere, perché lei ha parlato di quest'epoca, il est vrai que sur la longue durée,
sulla lunga durata, nous sommes en train de vivre la fin d'un empire. stiamo vivendo la fine di un impero. Nous sommes en train de vivre aussi la fin d'une civilisation connue. Stiamo vivendo anche la fine di una civiltà conosciuta. Tout est en train de se précipiter en peu de temps. Tutto sta precipitando in brevissimo tempo. Nous sommes passés du temps du téléphone où il faut marquer et parler Siamo passati dal telefono dove bisogna fare i numeri e parlare au téléphone mobile que nous avons. ai telefoni portatili, quelli di oggi. Nous sommes allés de l'écriture à la main, à la machine à écrire et Scrittura a maintenant mano, macchina da scrivere, ora au monde digital. al mondo digitale. Seuls ceux qui ont vécu l'époque de Gutenberg Quelli che hanno vissuto l'epoca di Gutenberg ont peut-être connu cette transformation drastique dans les moyens de la connaissance. hanno conosciuto questa trasformazione drastica dei mezzi della conoscenza. Comme on ne peut pas être à la fenêtre et se regarder passer dans la rue, Non possiamo essere contemporaneamente alla finestra e guardarsi e guardare mentre camminiamo per strada. je suis dans cette époque, mais les générations à venir, Io sono in quest'epoca, ma le generazioni future ils sauront que nous avons vécu un temps extraordinaire sapranno che abbiamo vissuto in un'epoca straordinaria de changement de technologie, di cambiamento di de tecnologia, civilisation et d'histoire. di civiltà e di storia. Mais moi, je suis dans l'histoire. Ma io adesso sono nella storia Je ne peux pas la voir passer. e non posso vederla camminare, Donc passare. je ne peux rien dire sur ça. Non posso dire molto su questo. Oui, oui, mais c'était justement ce que je vous demandais, c'est-à-dire l'importance de l'histoire, non? C'est-à-dire, vous êtes l'incarnation d'une histoire formidable, et donc cette histoire, selon moi, vous donne la possibilité de créer pont et pas des murs. C'est justement pour l'entrelacement entre toutes les histoires que vous portez en vous et même les différentes cultures que vous, justement, encore portez en vous, qui vous permettent de créer des ponts, justement, vous donne cette attitude à créer des liens et pas de séparation. Mais je suis d'accord, mais quand nous avons les hommes qui ont une identité et seulement des certitudes sont des personnes qui vivent tranquilles. Sono d'accordo, ma quando vediamo le persone che hanno un'identità e solo certezze, sono persone che vivono tranquille. Mais une personne qui a des identités multiples, Una persona che ha delle identità multiple. j'ai des ancêtres chrétiens, Ho antenati cristiani, juifs, musulmans, ebrei, musulmani, j'ai des ancêtres blancs et noirs. antenati bianchi e neri. Quand on a cette situation, Quando conosciamo questa situazione, nous recevons des gifles de tous les côtés. noi riceviamo? Des gifles. Abbiamo schiaffi da tutti. Prendiamo schiaffi da tutti. Le dernier exemple, cela fait 14 ans que je vis en exil. Sono 14 anni che vivo in esilio. Quand les musulmans sont venus, les fondamentalistes sont venus, Quando i fondamentalisti musulmani sono arrivati, le premier édifice qu'ils ont visé, c'est ma bibliothèque et ma personne. il primo obiettivo che hanno avuto è stato la mia biblioteca e la mia persona, Parce que ils savaient que j'avais du sang juif. perché sapevano che avevo del sangue ebreo Et aussi, j'ai des ancêtres chrétiens. e anche perché ho degli antenati cristiani. En quoi je suis responsable, moi, de Di tout ça? questo sono responsabile, Mais à cause de ça, je vis en exil. ma per questo io vivo, a causa di questo io vivo in esilio. Mais pour revenir à ce qui a été dit, Ma per tornare su quello che è stato detto,
il est mieux de vivre dans ce danger È meglio vivere in questo pericolo, con questo pericolo, que d'être aveugle dans une identité. che essere ciechi in un'identità. Parce que seulement en connaissant l'histoire et notre histoire, Perché solo conoscendo la storia e la nostra storia nous sommes obligés, condamnés de créer des ponts siamo obbligati a costruire, a creare dei ponti et détruire les murs qui nous séparent. e a distruggere i muri che ci separano, Parce que ces murs nous séparent de nous-mêmes. perché questi muri ci separano da noi stessi. Bien sûr, merci. Merci. Alors, una sola cosa. Alors, si vous avez parlé de gifles que vous avez reçus autre-temps, non? Des gifles. Eh bien, ce soir, on vous donne des caresses ici parce que vous êtes une personne extraordinaire et fascinante. Merci pour votre mot. Naturalmente ringraziamo tutti, Enrica hai fatto un bellissimo lavoro, lui ha risposto. Io credo che il miglior modo per chiudere il cerchio, per concludere questo incontro, se Ismael è d'accordo, possa essere quello di leggere 10 tebre. 10 tebre, non spaventatevi, dureranno 2 minuti e mezzo, nel senso che ognuna sono 2 versi, e come abbiamo fatto nel corso della rassegna, potremmo provare, tu scegli alcune, tu le leggi in francese, io le leggo in italiano. Se vuoi possiamo cominciare dall'origine, quale vuoi scegliere? Bon, je crois que si c'est 10, on peut prendre les 5 premiers et les 5 derniers. Allora, se sono 10, le prime 5 e le ultime 5. Perfetto. Allora, Si je choisis, ce n'est pas honnête. Se scelgo non sarebbe giusto, onesto. cosa? Sì, grazie. Allora, le prime 5 e le ultime 5 hai detto? Aspetta. Vai. Mes tébrae sont les occurrences d'un errant. Comme des feuilles sèches, les poèmes s'accumulent à mes pieds. Le mie tebre sono le tracce di un vagabondo. Come foglie secche le poesie si accumulano ai miei piedi. Avec le regard du poisson hors de l'eau, les souvenirs de mon enfance reviennent. Con lo sguardo di un pesce fuor d'acqua ritornano i ricordi della mia infanzia. Devant tes yeux, j'ai compris que j'étais une ville assiégée. J'ai signé ma capitulation. Davanti ai tuoi occhi ho capito che ero una città assediata. Ho firmato la mia resa. Sur les routes, je m'arrête et regarde les nuages. Je ne suis pas pressé. Sulle strade mi fermo e guardo le nuvole. Non ho fretta. L'exil n'est pas un malheur. Loin de ma maison, ici sont l'amour, la neige, la mer. L'esilio non è una disgrazia. Qui, lontano dalla mia casa, ci sono l'amore, la neve
il mare. Hamba arriva à sa porte. Il n'entra pas. 2 hommes lui tirèrent dessus. Abba arrivò alla sua porta, non entrò. 2 uomini gli spararono. Mon ancêtre, Ali Al-Kouti, abbandonna Tolède avec le manuscrit vert. Avec le manuscrit vert, j'ai quitté Tombouctou. Il mio antenato Ali Al-Kouti lasciò Toledo con il manoscritto verde. Con il manoscritto verde ho lasciato Timbuktu. Comme la queue du silure, je ne reste dans la main de personne. Moi aussi je me prête, je ne me donne pas. Come la coda del pesce gatto, non resto nelle mani di nessuno. Anch'io mi presto, non mi dono. Je me flétris quand dans mes rêves tu marches pieds nus. Sfiorisco quando nei miei sogni cammini scalza. Un jour, l'herbe poussera sur ma tombe, mais ne me pleurez pas. Nuages flottants, j'ai ri de tout. Un giorno l'erba crescerà sulla mia tomba, ma non piangete. Nuvola fluttuante, ho riso di tutto. Grazie.